Je pense que quand on parle du gouvernement, il y a les gouvernements des pays d'accueil, bon, je parle de la France, puis il y a les gouvernements des pays d'où viennent les femmes, d'origine. Vous parlez de décourager, ben, il faudrait déjà à l'origine décourager les personnes, les informer sur ce que c'est. Je pense que dans les pays de l'Est, il y a eu tout un travail qui a été fait maintenant, mais c'est plus ancien. Au niveau du Nigeria, si on se contente à ce pays d'Afrique, puisque vous souhaitiez qu'on parle essentiellement de ça, je crois que là, dans le pays même, on en est très loin. Il n'y a pas, je pense, de véritable volonté pour le moment de limiter ce trafic dans le pays d'origine, de faire qu'il y ait des actions, parce qu'on le voit même, alors des actions pour décourager les personnes de partir, je ne crois pas qu'il y en ait, des actions pour lutter contre le proxénétisme, contre les réseaux, qui est une volonté de coopération internationale. Je ne pense pas qu'il y en ait aux dernières nouvelles, parce que je parlais encore avec la police qui disait que il n'y a rien, il n'y a pas de référents policiers au Nigeria avec lesquels ils pourraient travailler sur ça. Donc c'est vrai que les gouvernements, je pense, des pays d'Europe sont très isolés dans la lutte contre le trafic. Entre eux, au niveau de l'Europe, bon, il y a la Convention du Conseil de l'Europe qui permet de bonnes coopérations dès lors que les mafias sont sur le territoire européen. Mais quand il faut remonter jusqu'à l'origine, dans le pays d'origine, là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, dans la lutte contre le trafic, je crois qu'il y a ses limites, parce que c'est international, ça nécessiterait vraiment que les gouvernements ensemble aient les mêmes volontés, ce qui n'est pas le cas. Dans l'accueil des victimes de trafic d'êtres humains, la France a ratifié les différentes conventions, que ce soit celle de l'ONU, que ce soit celle du Conseil de l'Europe. Elle les a intégrées dans sa législation, c'est-à-dire que on permet, il y a un texte qui dit que toute personne qui contribue à démanteler les réseaux peut avoir un titre de séjour. Alors c'est important, le peut, hein, c'est nuancé, c'est pas automatique. Et c'est vrai que là, c'est parfois un peu compliqué parce que ça peut varier d'une région à l'autre. Que signifie peut à contribuer à démanteler les réseaux? Est-ce que ça signifie qu'elle a juste témoigné, puis ma foi, ils ne sont pas arrêtés, et donc, mais elle a quand même fait quelque chose? Ou est-ce qu'il faut que les réseaux soient arrêtés? Je peux dire que dans la plupart du temps, les préfets, qui sont les représentants de l'État, souhaitent qu'il y ait une arrestation. C'est clair que si le témoignage de la personne victime de trafic contribue concrètement à arrêter le réseau ou une partie, pas forcément la totalité, dans un cas comme ça, elle aura bien plus facilement le titre de séjour lui permettant de travailler, de rester en France, d'être légale. La loi le permet, mais il faut qu'il y ait cette contribution au démantèlement. C'est vrai qu'en tant qu'association, on voit que c'est très, très difficile parce qu'on demande à la victime d'avoir assez de courage, assez d'audace pour témoigner, dénoncer les auteurs. Et en sachant qu'en plus, même si elles ont la certitude qu'ici, elles seront protégées, elles n'ont aucune certitude quant à la protection de leur famille au pays. Il n'y a aucune, comme je l'ai dit, protection de la part de la police au Nigeria. Il n'y aura rien qui est fait. Le Nigeria, comme des tas d'autres pays, il y a tout le problème de la corruption, où l'argent est important et on achète tout, malheureusement. Et cette justice, ce besoin de protection des victimes, de leur famille, je pense que ça n'existe pas. Et c'est vrai que ça complique l'action ici. Parce que quand elles savent que leur famille est menacée, ce qui est souvent le cas, elles vont hésiter aussi à parler en totalité de ce qui se passe. Je crois que oui, oui, ça montre la banalisation parce que ça veut dire que s'il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'offres, mais il y a beaucoup de demandes aussi. Alors c'est l'éternel problème de la poule et de l'œuf, d'où vient, qui a sa part de responsabilité dans l'organisation et la croissance de la prostitution? Est-ce que c'est l'offre ou est-ce que c'est la demande? Le mouvement d'Uni, actuellement, on met l'accent sur la demande parce qu'on se dit, ben voilà, on peut effectivement diminuer ce phénomène si on agit sur les personnes prostituées, sur l'offre, mais si on agit sur la demande, on peut éradiquer le phénomène. Pourquoi y a-t-il des hommes qui ont besoin de payer des services sexuels? Qu'est-ce que ça signifie? Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un véritable problème de société, l'achat des services sexuels. Et on le voit, la France, là, il y a un rapport des parlementaires qui est très très grand, où il y a une trentaine de propositions qui sont faites pour l'État français, entre autres une proposition qui voudrait
la pénalisation de l'achat des services sexuels, comme d'autres pays scandinaves l'ont déjà fait. Et là, nous-mêmes, on est témoins ces dernières semaines de voir que ça dérange. On n'en est pas encore au stade de la loi, c'est le stade d'une proposition qui pourrait devenir une loi, mais ça dérange. D'un coup, les hommes en particulier ne trouvent pas normal qu'on ose remettre ça en cause. Mais ils disent, ouais, il faut agir sur les prostituées qui nous provoquent. Puis après, on trouve des tas de justifications qui en font finalement relèvent aussi de toute une réflexion de pouvoir, d'une société encore très machiste où les hommes veulent s'octroyer le droit d'accéder au corps des femmes comme ils le souhaitent. Et s'ils ont de l'argent, eh bien, ils vont plus se sentir responsables de quoi que ce soit. La relation va devenir contractualisée et puis ils vont dire mais c'est bon, de toute façon elle était d'accord. Donc là, c'est vraiment une question de fond sur la place aussi de l'argent dans notre société. On n'est plus dans le cadre de la liberté de la personne, on est dans le libéralisme économique. Et je crois que le mouvement d'Uni, c'est là notre côté militant, c'est qu'on se dit attention, la prostitution, elle existe aussi parce qu'il y a des clients prostitueurs. On parle des personnes prostituées, il y a le client prostitueur. Et je crois que c'est important, sans moraliser le débat, mais de le responsabiliser, de dire, ben voilà, c'est un phénomène qui nous concerne tous et toutes. Pourquoi? Avoir le droit d'accéder au corps de l'autre moyennant finance. En général, quand on discute de façon citoyenne avec des gens, souvent on va dire, ah mais non, c'est pas pour ma fille, pas pour ma mère. Eh bien, le mouvement nous redit, notre association, on dit, si c'est pas pour les miens, pas pour ma famille, c'est pas pour les autres. Et je crois que quand une société veut réfléchir dans une dynamique de respect de l'être humain, d'ouverture aux droits de l'être humain, elle doit se placer dans cette réflexion globale. Et ce qui n'est pas acceptable pour l'un d'entre nous n'est pas acceptable pour le plus grand nombre. Et je crois que la prostitution, elle devrait entrer, quelle que soit sa forme, la prostitution devrait être pour nos sociétés un sujet vraiment de réflexion qui interroge sur les droits humains, sur l'égalité homme-femme, sur l'intégrité du corps. Je crois que oui, la prostitution s'inscrit dans toute l'industrie du sexe. Quand on parle de l'industrie du sexe, bien, vous avez tout ce qui est pornographique, vous avez le tourisme sexuel, la prostitution des enfants, comme vous disiez, l'hypersexualisation avec les petites lolitas, où on fait des petites filles, on en fait des femmes, on les fait grandir, on les évolue, on met sans cesse en place le corps de la femme, on fait la promotion du corps, les publicités sexistes aussi. Tout ça, c'est vrai que ça contribue aussi, je crois, à banaliser la prostitution parce que petit à petit, on habitue inconsciemment les gens à ne plus voir de limites, tout est exposé, tout le corps est exposé, tout entre dans le monde marchand. Et je crois que voilà, il faudrait qu'on arrive à avoir collectivement un peu une réflexion éthique autour de ce sujet de la sexualité qui, pour nous, n'a pas lieu d'être dans le monde marchand. On se doit quand même d'avoir un peu des domaines un peu protégés et la sexualité, ça reste une affaire de relations, pas seulement des relations sexuelles, mais de relations d'épanouissement et des relations de réciprocité où les deux partenaires trouvent un plaisir égal et véritable. Dans la prostitution, je pense qu'elle soit de luxe ou pas, le plaisir il est en premier pour le client. L'argent ne permet pas et n'autorise pas la personne prostituée à trouver du plaisir sexuel. Elle ne se l'autorise pas. Là aussi, tout à l'heure, on parlait des limites, des contraintes. C'est une contrainte qu'elle se pose. Qu'elle dise, ben voilà, même si le client est mignon, même si j'aurais pu, non, je ne me suis pas autorisée à avoir du plaisir. Alors, une fois, elle dit, c'est compliqué, mais ça fait partie des règles du marché.